Bonsoir à tous et bienvenue dans 45 minutes où le temps d'une mi-temps, comme chaque lundi, on va débattre avec passion du foot dans les Hauts-de-France et plus particulièrement cette semaine, on va débattre du LOSC. Si donc vous avez envie d'entendre parler des mots DNCG, Lopez, Elliott, 18e place, crise, Ligue 2, tout ça, on va forcément prononcer ces mots. Donc restez avec nous, posez vos questions à nos consultants et puis posez vos questions en général, réagissez. L'émission est faite avec vous et pour vous. Nos invités aujourd'hui, François Stock, supporter du LOSC, président des Dogs du Net, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Sylvain Morvan, journaliste à Médiacité. Médiacité, c'est un site d'investigation locale, on va dire ça comme ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Et François Launay, journaliste à 20 minutes. Bonsoir. Est-ce que, d'abord, première question, avant d'aborder tout de suite les premiers sujets et le sommaire, est-ce que tous, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut être inquiet pour le LOSC alors qu'il est? Si on n'est pas inquiet, on est suicidaire, parce qu'aujourd'hui, la situation a rarement été aussi justement inquiétante. Là, si ça ne réagit pas déjà sportivement, si financièrement on ne trouve pas de solution, ça va vraiment commencer à devenir... on va commencer à arriver vers le scénario du pire, et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite au LOSC. François? C'est vrai qu'en ce moment, pour trouver un indicateur qui clignote au vert, voire à l'orange, il faut vraiment bien chercher. Donc on a une espèce de tsunami de mauvaises nouvelles qui sont arrivées depuis plusieurs semaines. On essaie de faire le tri, on essaie de trouver le côté positif, on essaie de pas être trop alarmiste, mais c'est quand même assez compliqué en ce moment d'être supporter du LOSC. Sylvain, en un mot aussi, inquiet Alors, on était déjà inquiet il y a un an, puisqu'on écrivait qu'il ne fallait pas vendre le club à Gérard Lopez. Donc aujourd'hui, la situation est pire. Moi, je ne vois aucune issue positive. Alors, je vous propose de diviser cette émission en 3 parties. Une première, d'abord, sur Marcelo Bielsa, l'affaire Bielsa qui continue. Voilà, même si Marcelo Bielsa n'est plus dans le club, on va parler des conséquences en fait de son départ. On parlera également de la DNCG et des finances, la décision évidemment d'interdire le LOSC de recrutement, qui est quand même une décision assez lourde et rare en Ligue 1. Et on finira sur le terrain, évidemment, sur le plan sportif, voilà, toutes les questions qui se posent sur les joueurs, sur la Ligue 2 éventuelle, sur la façon d'éventuellement remonter au classement. Mais on va donc commencer avec Bielsa et on va commencer tout de suite avec quelqu'un qui est avec nous au téléphone et qui est l'auteur d'un article que vous avez peut-être lu ces derniers jours. C'était ce week-end, qui s'appelle « Le contrat caché de Marcelo Bielsa ». Ce journaliste, c'est Joël Domenighetti. C'est un des auteurs de cet article qui a beaucoup fait parler chez les supporters. Je pense François me contredira pas. Joël Domenighetti qui est donc à Lens, puisqu'il y a un match ce soir de Lens. Et donc, il le couvre pour son journal. Bonsoir Joël, vous nous entendez? Bonsoir à tous, je vous entends parfaitement. Alors, c'est d'abord... En quelques mots, redites-nous un peu ce qu'il y avait dans cet article qui a fait beaucoup de bruit. Alors, c'est très simple. Lorsque vous participez à une compétition comme la Ligue 1, où vous êtes assujetti à des règlements, à une charte du football professionnel, où vous devez déclarer l'ensemble des contrats qui salarient l'ensemble des collaborateurs, entraîneurs, staff technique, joueurs. Et le LOSC a signé 2 contrats avec monsieur Marcelo Bielsa, l'un qui a été déposé à la Ligue tout à fait légalement, un autre qui est un contrat dit préliminaire, puisqu'il est en préambule de ce 2e contrat déposé à la Ligue, qui était signé par la holding qui détient le LOSC, Victory Soccer, qui était signé à ma connaissance en février et qui est signé ce qu'on appelle sous seing privé et qui n'apparaît pas au regard des instances qui dirigent le football français, et ce n'est pas permis par les règlements. Et ce contrat stipule notamment une rémunération supplémentaire à celle qui est déposée à la Ligue, mais également des modalités de rémunération pour les adjoints de Marcelo Bielsa qui sont rémunérés par lui-même, et ce qui est interdit par la loi en France. Et le fait de ne pas divulguer ce contrat est contraire au texte et contraire aux lois. C'est une dissimulation qui peut engendrer une sanction pécuniaire assez faible pour un club comme Lille. Néanmoins, elle peut engendrer pour la personne qui l'a signé, qui est la personne morale, le dirigeant, Gérard Lopez en l'occurrence, dirigeant de la holding, elle peut engendrer éventuellement une suspension. Donc clairement, la conséquence, ça pourrait être, si la Ligue continue à investiguer en fait sur ce 2e contrat, ça pourrait être donc une suspension de Gérard Lopez par exemple. Ça pourrait être une suspension si la Ligue décide qu'il en soit ainsi, et si la DNCG également s'intéresse de plus près à cet élément de budget
qui n'a pas été dévoilé et qui est peut-être aussi un élément d'appréciation, sachant que dans ce contrat, eh bien, il est stipulé une clause dite parachute, à savoir que si M. Bielsa devait interrompre ses fonctions par la décision du LOSC, ce qui est le cas, quelle qu'en soit la nature, et donc il n'y a pas de fautes graves qui peuvent être mises sur la table, quelle qu'en soit la raison, eh bien, il est automatiquement en droit de réclamer l'ensemble des salaires dus jusqu'à la fin de son contrat, à savoir juin 2019. Alors, et ces sommes nous ont été parfaitement confirmées. C'est de l'ordre de 15 à 16 millions d'euros, tout compris, puisqu'il y a aussi une clause par rapport aux impôts, il y a aussi des charges patronales. Il y a tout ce qui serait réglé par le LOSC, sauf accord entre les deux parties. Et je peux vous le dire, à 19h, source avocat de M. Bielsa, eh bien, il n'y avait pas d'accord entre les deux parties pour le moment. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore des discussions, d'après vous, d'après toi, Joël, il y a des discussions entre le LOSC et l'avocat de Marcelo Bielsa. Alors, je serais bien prétentieux de vous dire tout ce qui se passe parce que je cherche et je ne suis pas au courant de tout. Je suis juste journaliste et très humblement, j'essaye de trouver la vérité. Et donc, dans cette histoire, je pense que c'est possible que les deux parties discutent puisque c'est ce qui circule, mais je n'en suis pas certain, pour être très honnête avec vous. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'à 19h, contrairement à ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, c'est pour cette raison que je me suis renseigné, que j'ai essayé de vérifier, de recouper, il n'y avait pas d'accord à 19h et donc il y a maintenant une possibilité également qu'il y ait un contentieux, que l'avocat, par exemple, au regard du contrat qui a été soulevé lors de la commission juridique et donc lorsque les membres de la Ligue professionnelle ont demandé aux représentants du LOSC, est-ce que vous reconnaissez ce premier contrat qui a été exhibé par les collaborateurs de Maître Brussa lors de cette réunion juridique? Eh bien, ils ont dit, nous n'avions pas connaissance de ce contrat, mais nous le reconnaissons. Évidemment, il a été signé de Gérard Lopez, donc il ne pouvait faire que le reconnaître. Et donc, dans ces conditions, l'avocat, s'il décide de saisir en référé les prud'hommes, et s'il obtient une date, il peut obtenir une décision de justice qui dit, voilà, ces salaires sont dus, et ensuite, eh bien, faire une procédure pour se faire payer. Bien sûr, tout ça va prendre du temps, mais c'est légalement possible. Merci beaucoup Joël et bon match ce soir à Lens. On te retrouve bientôt ici en plateau avec nous pour reparler tout ça parce qu'évidemment c'est loin d'être fini. Merci beaucoup. On continue. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. On continue à en parler nous de ce que dit Joël. Moi la première réaction que j'ai, c'est que ça a l'air quand même assez grave tout ça. Quelque part, on est presque dans des choses qui sont illégales ou qui peuvent éventuellement, restons prudents évidemment, mais des malversations quelque part. C'est affolant. Ce qui est surtout très inquiétant et préjudiciable pour le LOSC, c'est que Lille, si les faits sont avérés, a menti à la DNCG. On comprend mieux l'intransigeance désormais du gendarme financier du foot français. Les dirigeants du LOSC qui étaient quand même sortis de là de façon assez confiante. Là, ils se sont aperçus qu'on leur a menti. Le contrat qui a été signé avec Bielsa n'était pas connu de la part des instances du foot français. Et en plus, il pourrait poser beaucoup de problèmes au LOSC, puisque, comme l'a expliqué Joël, on parle de 15 à 16 millions d'euros. Et si Bielsa n'a pas envie de faire de cadeaux au LOSC, comme cela semble être pour l'instant sa décision, ça risque de peser très très lourd dans la balance, mais surtout ça donne vraiment une très mauvaise image du club nordiste. Sylvain, il y a aussi une info dans ce qu'a dit Joël là tout à l'heure qui est intéressante, c'est qu'il dit que le premier contrat a été signé en février 2017. Marcelo Bielsa est arrivé en juin 2017. On a mené une enquête avec Mediacité, France 3 donc, et Mediapart, et à l'époque, on avait demandé si Marcelo Bielsa était déjà sous contrat et il nous avait pas répondu que oui. Ce que je trouve affolant dans cette affaire, c'est la malhonnêteté de Lopez et sa bande, puisque plusieurs fois déjà, il a affirmé qu'il investissait son propre argent. Ça n'a pas été le cas, puisqu'on sait depuis que l'argent du rachat du club vient de fonds d'investissement. Là, encore une fois, il fait preuve de malhonnêteté en dissimulant la vérité à la DNCG. On est dans une situation totalement délirante. François, quand tu as lu cet article et quand tu entends ce que dit Joël? Alors, ça me dépasse un peu parce que c'est vrai qu'on serait vraiment sidéré devant autant d'amateurisme ou de volonté de dissimuler. Donc je me réserve le droit de ne pas faire de commentaires sur le sujet. Sur les 15 ou 16 millions, c'est un chiffre qui circule depuis le départ quand Lille a décidé de se séparer de Marcelo Bielsa. Est-ce que ça se transigera sur une somme médiane? Est-ce que ce sera 16 millions? On verra. Il faut mettre les choses en perspective. 16 millions, c'est quasiment le prix d'un joueur au mercato. Donc c'est un effort qui va être considérable pour le club. Et il faudra vraiment à ce moment-là
voir comment ça s'est passé, comment on en arrivera finalement à une telle clause de dédit. Même si ça prendra du temps, hein, c'est pas forcément de l'argent qui devra être versé dès cette saison, voire même pas la saison prochaine. Ça peut peut-être prendre 2-3 ans, les procédures au prud'homme prennent du temps, et on a le temps souvent de provisionner cette somme. Elle est énorme cette somme, vu les problèmes financiers actuels du LOSC, ça risque d'être compliqué de provisionner ces 15 à 16 millions d'euros si ça va au bout. Mais voilà, le vrai souci, c'est que ça fait une pierre de plus dans le jardin des détracteurs du LOSC, qui estiment depuis le début que ce projet est basé sur pas grand-chose finalement. Alors j'ajoute une info qu'il faut aussi prendre avec prudence, parce qu'évidemment dans ce genre d'affaires on n'a pas tous les éléments, mais les 15 millions n'étaient pas en jeu dans la décision de la DNCG, c'est-à-dire que la DNCG n'a pas tenu compte du fait que le LOSC peut-être devrait payer 15 millions. En revanche, on peut se dire quand même de façon logique que maintenant qu'il y a eu la commission juridique, que Bielsa n'est plus là, que si jamais le LOSC fait appel, en plus de la somme qui était exigée, on a parlé par exemple de 25 millions d'euros, une somme pas confirmée mais qui circule beaucoup, il faut y ajouter désormais les 15 millions d'euros, puisque le conflit est désormais ouvert et clair et net. Et donc, sans doute, la DNCG, en cas d'appel, pourrait exiger cette somme en plus. Donc là, ça commence à devenir très très lourd. Si le LOSC n'a pas pu fournir les garanties pour 25 millions d'euros ou une autre somme, il faut maintenant y ajouter 15 millions. Ce qui est dingue aussi, c'est qu'il y avait donc un contrat caché. Ça veut dire qu'ils ne pensaient jamais se faire prendre, et que ça devait passer comme une lettre à la poste. Ils n'avaient pas pensé à l'éventualité que ça se passe mal entre le club et Marcelo Bielsa. C'est dire leur certitude dès le départ, qui confirme tout ce qu'on a vu dès le départ. On vise le top 5, on veut le top 3 dans 2 ans. Jamais l'échec n'a été envisagé. Le fait de se séparer de Marcelo Bielsa n'a été envisagé. On s'est toujours dit, ce contrat, ça passera comme une lettre à la poste. Personne le saura. Et comme ça, bien, on est tranquille avec ça. Sauf que ce qui ne devait pas se produire, c'est produit avec le limogeage de Bielsa et donc le règlement de compte qui s'ensuit et qui donne vraiment, encore une fois, j'insiste et je le répète, une très très mauvaise image du club. Sylvain, est-ce que toi tu trouves que ça correspond au style Lopez que tu connais, tu as enquêté sur lui, sur ses affaires précédentes, sur Lotus et tout ça? Est-ce que ce genre de fait, ça s'est déjà vu dans des affaires entre guillemets précédentes? Exactement. Ce qui caractérise le style Lopez, c'est l'opacité déjà, puisqu'il ne souhaite pas répondre aux questions des journalistes sur plein de points. Donc, dès le départ, il était dans le secret le plus total. Ensuite, sur les méthodes et sur je dirais, l'amateurisme ou l'incompétence, il y a le cas de la Formule 1, l'écurie Lotus qu'il a racheté pour l'amener au bord de la faillite et le revendre en 2015 pour 1 euro, ce qui est quand même voilà, le signe d'une incompétence en termes de gestion d'une entreprise sportive. Voilà, on avait déjà des éléments qui nous permettaient de penser qu'il fallait faire vraiment attention avec ce personnage. Et d'ailleurs, l'OM ne s'y est pas trompé en refusant l'offre de Lopez, qui a essayé de racheter l'OM avant de racheter le LOSC. Alors justement, pour continuer un peu à avancer, je vous propose de parler plus généralement maintenant des finances, de cet argent dont on parle beaucoup depuis le début du projet LOSC. Et on va regarder une image qui date maintenant de presque 1 an. C'était en janvier, donc la conférence de presse, de présentation en fait de Gérard Lopez. Il était accompagné de Michel Sédou qui venait le présenter, c'était début janvier 2017. Et je vous propose de réécouter ce que disait à cette conférence, on l'a réécouté ce matin pour l'émission, ce que disait à cette conférence Michel Sédou à propos de Gérard Lopez. Écoutez. J'ai dit que je ne cherchais pas un acheteur mais un successeur. Et j'ai pas trouvé un successeur, j'ai trouvé un ami. J'ai aujourd'hui la chance de lui remettre en main quelque chose qui marche bien, même si le classement n'est pas celui que j'aurais aimé en début de saison et qu'on imaginait en début de saison, mais il y a une ambiance, il y a des collaborateurs, il y a tout un savoir-faire LOSC. Et ce qui était formidable, c'est que Gérard Lopez a dit « je garde tout ». François, de réécouter ça fait un peu bizarre aujourd'hui, forcément. On ne l'entend plus du tout de la même façon, quoi. Oui, après, Michel Sédou était dans son rôle, il passait le témoin, il n'avait pas massacré le projet de Lopez, s'il avait des doutes. C'est vrai qu'avec le recul, la déclaration détonne un peu, mais bon, il faut la prendre comme telle. Sylvain ? Moi, je pense qu'il est un petit peu coupable quand même, parce que, d'accord, il n'avait pas massacré le projet du repreneur, mais il lui a clairement refilé
la patate chaude avec un club qui était déjà déficitaire. Je n'ai pas trouvé un successeur, j'ai trouvé un ami. Bon, voilà, je ne suis pas certain que ça soit complètement vrai. Je pense que Sédou n'est pas complètement étranger aux difficultés du club aujourd'hui. Alors Kevin Snack nous dit justement, Sédou en avait ras la casquette d'attendre pour vendre. C'est vrai qu'il y avait peut-être aussi l'urgence. Jacques Blanchard lui dit, Lopez a quand même endormi Sédou. Oui, il a dupé tout le monde, dit Christiane. Voilà, c'est tous... Padawan dit, Sédou, bravo d'avoir vendu à Lopez, tu as fait n'importe quoi. Donc quand même, voilà, il y a quand même des gens qui... Il est responsable mais pas coupable, Michel Sédou. Ça faisait 2-3 ans qu'il voulait vendre le LOSC. Il a trouvé un acheteur qui lui a présenté des garanties, qui lui a dit, voilà, la somme sera versée. Il y a eu ça s'est déroulé dans les règles, il y a eu un closing, ils ont discuté des derniers détails, Luchin, tu prends pas, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et au final, le prix... Michel Sédou l'a estimé correct. Il a donc décidé de le vendre, le LOSC, à Gérard Lopez. Michel Sédou a forcément touché de l'argent, sinon ça ne se serait pas terminé au niveau... Selon mes informations, il n'a pas touché tout l'argent. Mais voilà, là-dessus, il n'a jamais trop communiqué. Mais on n'est pas sûr, en tout cas, qu'il ait touché tout l'argent. En tout cas, il a touché une grosse partie de l'argent qui lui a permis de vendre le LOSC. Et voilà, et à partir de ce moment-là, ce n'est plus son problème. On peut dire il est responsable, c'est de sa faute et tout, il ne fallait pas vendre le club à Lopez. Si Lopez lui a montré des garanties en lui disant voilà l'argent, il sera viré sur ton compte demain, eh ben, serrons-nous la main et puis au revoir. Lui, il voulait repartir vers autre chose depuis très longtemps. L'occasion a fait de larron. Malheureusement, c'était pas a priori, ça semble pas être le bon preneur. Alors, un autre élément qu'on va écouter tout de suite, c'était sur RMC la semaine dernière, le président de l'OGC Nice qui parlait, écoutez ce qu'il disait sur Lopez et Ingla. Voilà, c'est intéressant, ça va éclairer ce qu'on est en train de se dire. Il y a 3 ans, je joue un problème avec les dates, mais je crois il y a 3 ans, Marc Ingla, avec l'associé de Gérard Lopez, donc c'était pas Gérard Lopez, mais l'associé de Gérard Lopez dans Skype, m'ont approché pendant 6 mois pour reprendre l'OGC Nice. D'accord. Et à la fin, j'ai dit non. Pourquoi ? Voilà. Parce que je sentais pas le projet. Mais après, dans tout projet, il faut aussi de la réussite. C'était déjà le même fonctionnement ? Ça y ressemblait assez fortement. Et qu'est-ce qui vous a pas inspiré là-dedans ? Des fois, l'intuition qui fait que bon, vous sentez pas un projet. C'est un projet qui est un beau projet, mais qui est quand même audacieux. Puis quand vous empruntez tout, vous savez, quand vous montez un commerce et que vous empruntez tout, c'est compliqué. Sylvain, est-ce que ce fait-là, l'emprunt, dont je pense que les supporters petit à petit ils s'habituent à essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment Gérard Lopez a vraiment racheté le club, est-ce que cet élément-là, pour toi, il est central ? Complètement. Il est central parce que ce qu'il faut savoir, je le rappelle en 2 mots, c'est que l'argent ne vient pas de Gérard Lopez, il vient d'un fonds d'investissement qui s'appelle Elliott, qui est un fonds vautour qui est connu pour racheter la dette de pays en faillite et puis pour ensuite porter l'affaire devant des tribunaux étrangers pour récupérer sa mise. Donc voilà, ça en dit long sur l'éthique de ce fonds d'investissement. Voilà, à partir du moment où c'est ça, on sait que le LOSC a mis la main dans un système qui est dans la marmite de l'argent roi, quoi, quelque part. Et on est aussi dans un système où le club n'a plus aucun ancrage local et où la chaîne de propriété du club passe par des paradis fiscaux. Toutes ces choses-là sont des indicateurs plutôt mauvais pour un club et forcément ça ressurgit sur le sportif. D'ailleurs, Massalia Fishing nous dit c'est pas pour rien que Dreyfus a refusé la reprise de l'OM. On a mis les avocats sur le dossier avec des retours pas très bons, donc refus. Donc là, visiblement, c'est un supporter de l'OM qui nous regarde peut-être. Effectivement, ça les intéresse beaucoup, ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, tout était basé sur une réussite immédiate. Puisque vous empruntez énormément d'argent, donc il faut un retour sur investissement très rapide pour pouvoir rembourser assez rapidement le fonds d'investissement Elliott pour le coup. Le problème, c'est que là, on est dans le scénario du pire, c'est le scénario catastrophe qui arrive. C'est même pas une saison moyenne, pour l'instant, c'est un début de saison complètement loupé avec tout ce qui suit, le limogeage d'un entraîneur qui va coûter très cher, une interdiction de recrutement par la DNCG. Donc là, on est vraiment, la machine est enclenchée. Et autant, si ça se passe bien, ça peut en effet peut-être engendrer
des retours rapides et des retombées financières assez intéressantes. Mais quand ça se passe mal, c'est tout simplement l'avenir du club qui est en question. Là, pour le coup, on peut vraiment se poser la question si Lille pourra, même en se sauvant sportivement, évoluer encore dans l'élite du foot français la saison prochaine si une solution n'est pas trouvée à ces problèmes financiers. Très sincèrement, là, on a l'impression d'avoir mis le doigt dans un engrenage infernal. On va rester sur cette question un peu. Est-ce qu'il faut faire confiance à Gérard Lopez? Un autre élément qui va peut-être nous éclairer, c'est une vidéo que beaucoup de supporters, François, tu m'as dit que tu l'avais vue ce matin justement, c'est une vidéo de Romain Molina, qui est un journaliste qui vit en Écosse, qui connaît très bien le milieu du foot anglais notamment, mais aussi le milieu des agents en général, et qui fait aussi des vidéos sur YouTube, et il en a fait une consacrée au LOSC, et dans laquelle il parle justement d'Eliott. Il essaie de vulgariser en fait pour les supporters ce qui se passe autour du LOSC. Et écoutez ce qu'il disait dans cette vidéo, vous réagissez juste après. J'ai interrogé diverses personnes, notamment qui travaillent à la City, et d'autres qui sont spécialisés dans le rachat de clubs au niveau européen. La première chose, tous les mecs m'ont dit, c'est « Non mais attends, si tu vas chez Elliott Management, c'est que personne n'a voulu te prêter de l'argent. Entre les taux d'intérêt et tout le reste, non, tu ne le fais pas. » Alors Lopez, c'est quoi sa surface financière, Gérard Lopez? Parce que ça aussi, c'est une question que je vois sur les réseaux sociaux. Hein, François, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Mais non, mais Gérard Lopez, il a plein d'argent. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, quand on rachète un club, soit on met son propre argent ou l'argent de partenaire, soit on l'achète à crédit. Donc, visiblement, dans cette option-là, c'est l'achat à crédit. Alors pourquoi ces fonds d'investissement? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une banque qui va financer un achat à crédit d'un club. Et ce qui s'est passé avec le Crédit Agricole qui s'est retiré de Lens, aujourd'hui, un projet de club n'est pas viable. Structurellement, un club comme le LOSC perd au minimum 20 millions d'euros par an. Comment veut-on financer une entreprise qui perd structurellement 20 millions d'euros par an et qui compte simplement sur des apports extérieurs ou sur des ventes de joueurs, donc des produits exceptionnels, si on prend un langage comptable, pour équilibrer ses comptes? Donc aujourd'hui, la solution du fonds d'investissement, c'est la seule qui est envisageable si on veut acheter un club à crédit. Maintenant, si on n'a pas d'argent, peut-être. Et qu'on n'a pas d'argent, effectivement. Qu'on ne veut pas en perdre. Ou qu'on ne veut pas en perdre. Ou qu'on ne veut pas le mettre. Hein. Donc aujourd'hui, la question est de savoir quelles sont les modalités de remboursement de ces prêts, quelle est la marge de manœuvre qu'a Lopez par rapport à ses créanciers, comment ça va se passer dans les prochains mois, quand il va falloir rembourser une partie des sommes, et si les plus-values de joueurs estompés n'arrivent pas. Visiblement, il n'y a pas, puisque la DNCG dit que non. L'indice le plus frappant, on attendait ça pour justement savoir quelle était vraiment la surface financière, si c'était un projet auquel il pouvait encore ajouter de l'argent. La DNCG, pour moi, a donné la réponse. L'interdiction de recrutement, c'est un message fort. C'était jamais arrivé dans l'histoire du LOSC. Sylvain, la question, j'allais la poser, peut-être pas de cette façon-là, mais tu vas voir, Goray Zalspirik nous dit « Personne ne prête à Lopez, mais lui, est-ce qu'il a du pèse ?» C'est quoi la surface financière de Gérard Lopez? Est-ce qu'on le sait, ça? On ne peut pas le savoir, puisque voilà, il a pour habitude d'investir l'argent des autres. Alors moi, je ne connais pas voilà, l'étendue de sa surface financière, mais oui, voilà, ce qu'a dit le YouTuber là sur Elliott, c'est vraiment, il a totalement raison. Et la preuve, c'est que le Milan AC est aussi passé, enfin, l'investisseur chinois qui a repris le Milan AC a fait appel au fonds Elliott. Il rencontre des difficultés également et il est déjà à la recherche de nouveaux investisseurs, sachant qu'Elliott pratique des taux d'intérêt très élevés. Alors, tu l'as évoqué en tout début d'émission, mais on va peut-être le voir, parce que je l'ai ressorti, l'article que vous aviez sorti il y a plus d'un an maintenant, qui disait pourquoi il ne faut pas vendre le club, c'est ça, pourquoi il ne faut pas vendre le LOSC à Gérard Lopez. Est-ce que tu l'as relu, cet article? Est-ce qu'aujourd'hui, tu confirmes tout, ou est-ce que vous êtes trompé sur certains éléments? Je l'ai relu avant de venir à l'émission, et j'aurais préféré me tromper, mais quand je vois ce que j'ai écrit, il n'y avait aucun doute, en fait. Déjà parce que Lopez était dans l'opacité totale. Il refusait de dire d'où venait l'argent. Nous, on savait déjà que le club était racheté par une société anglaise qui était rattachée à une société hongkongaise. On ne savait pas encore que cette société hongkongaise était rattachée à une société aux îles Vierges britanniques. Et on ne savait pas encore que derrière, c'était l'argent d'un fonds d'investissement vautour. Donc voilà, déjà, ça sentait mauvais. Après, il y a aussi d'autres indices.
il y a le fait que des sociétés de Gérard Lopez sont citées dans les Panama Papers. Donc c'est un homme qui a pour habitude de pratiquer le paradis fiscal. Il y avait tout un faisceau d'indices comme celui-ci, et je citerai aussi une transaction douteuse entre son club de foot luxembourgeois et Lotus. Pour cette transaction, il y a toujours une instruction en cours au Luxembourg. Donc voilà, il y avait de sérieux doutes. Et ces doutes se sont malheureusement confirmés par la suite. Alors justement, à propos de la communication, là je viens de tomber sur un message, quelqu'un qui dit pourquoi on ne l'entend pas, Gérard Lopez? C'est vrai que là... Il était à Lyon lors du match Lyon-Lille. J'y étais, et à ce moment-là, on a pu l'interroger rapidement sur les différents sujets qui concernaient le LOSC. Bon, évidemment, comme tous les dirigeants du LOSC depuis le début de saison, il n'y avait aucun problème, ils étaient confiants. Surtout que là, en plus, ils venaient de gagner 2-1 sur la pelouse de Lyon. Je lui ai posé la question, on parle de problème avec des banques, est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Il dit non, tout va bien, c'est des conneries, on n'a aucun souci, aucun problème. Enfin voilà, tout allait bien, évidemment, comme toujours depuis le début de saison. Et c'est à peu près tout, puisque depuis le début de saison, il s'est peu arrêté en zone mixte, et là, ces derniers temps, on le voit quasiment plus. Il était à Lyon, mais au stade Pierre-Mauroy, je crois que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Alors, en revanche, mercredi dernier, il y avait Marc Ingla, et forcément, il y a des questions qui lui ont été posées, puisque c'était au lendemain de la décision de la DNCG. On le réécoute, effectivement, on a l'impression que tout va bien. On est dans une dynamique positive, l'équipe, les joueurs, avec des changements qui se passent. Et pour nous, ces 2-3 joueurs étaient un peu les top-up des projets sportifs pour réassurer le projet sportif pour la deuxième partie de la saison. Peut-être que ça ne va pas être possible, mais pas les projets en risque, pas du tout. Alors on est confiant pour la saison, dans un cadre d'un projet ambitieux, sûrement différent, mais pour nous assez solide parce qu'on a beaucoup de garanties, on a la confiance de beaucoup de partenaires autour du projet. Tout va bien. Avant de réagir justement à cette interview, je vais lire quand même un message. Magdeleine, un sacré phénomène, c'est moi, Magdeleine. Il est content des problèmes de Lille. Ça me donne l'occasion quand même de redire une évidence absolue, c'est que voilà, on est content de rien du tout. On essaie d'apporter des infos, des petites explications, de ce qu'on sait, de ce qu'on comprend de la situation, mais évidemment qu'on ne se réjouit pas des problèmes ni du club, ni des gens, ni de rien. Et d'ailleurs, on s'intéresse aux problèmes, entre guillemets, et aux joies de tous les clubs. Voilà, on a parlé beaucoup de Lens, on a parlé du VAFC, et Amiens en ce moment va bien, donc ça va bien. Si un jour ça va mal, peut-être que... Voilà. Surtout que dans cette histoire, ça ne nous arrangerait pas que le LOSC descende en Ligue 2, ne serait-ce que professionnellement ou pour plein d'autres choses. Mais le problème dans cette histoire, en plus, c'est que l'un des seuls qui va peut-être pouvoir... pas être jugé redevable de tout ça, ce serait peut-être justement Gérard Lopez. C'est-à-dire que les salariés risquent de trinquer si vraiment ça va mal. Nous, mais ça c'est accessoire, au niveau du boulot, ce sera forcément moins intéressant. Les supporters, c'est exactement la même chose. Finalement, un qui peut sauver sa peau dans cette histoire, ce serait Gérard Lopez, puisque s'il a emprunté l'argent qu'il ne peut plus emprunter, après c'est plus son problème. François, quand tu as entendu cette interview de Marc Ingla, on l'a mise en longueur. Elle dure 13 minutes, mais c'est 13 minutes en boucle de tout va bien. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça vous énerve ? Un peu, c'est d'ailleurs ce qui explique que les tensions qui commencent à arriver au niveau des supporters. Bon, là, on a eu un exemple de la méthode Coué là, pendant quelques minutes, mais il y a une partie de l'interview que vous n'avez pas passée, qui concernait l'étonnement par rapport à la sévérité de la DNCG, qui faisait preuve au pire d'un amateurisme, en tout cas c'était surréaliste d'entendre un dirigeant du LOSC quelques heures après la décision de la DNCG s'étonner de la sévérité de la DNCG parce que ça s'était bien passé à l'oral. C'est très inquiétant en tout cas. D'autant que là, pour le coup, on sait que c'est faux, c'est factuellement faux, puisque ne serait-ce que 15 jours avant, à ta place, il y avait Joël Dominguetti, qui est journaliste aussi, comme nous, et qui a des infos par-ci, par-là, et on lui avait clairement dit que la DNCG envisageait d'interdire de recrutement au mercato d'hiver le LOSC. S'il l'a su, c'est qu'il y a des gens qui le savaient. S'il y a des gens qui le savaient, c'est impossible que les dirigeants du LOSC ne savaient pas que planait au moins cette menace. Donc dire c'était inattendu,
c'est quelque chose qu'il ne peut pas penser. Enfin, je pense pas. Nous, on avait posé cette question directement à Marc Ingla lors de la réunion avec les supporters quelques jours après Amiens-Lille. À plusieurs reprises, on lui a dit, est-ce qu'il y a un risque de ne pas pouvoir recruter pour renforcer l'équipe? Il nous avait affirmé les yeux dans les yeux, non, il n'y a aucun risque, tout passera bien au niveau de la DNCG. Mais ce discours devant les médias, devant les supporters, c'est exactement le même que Marc Ingla tient devant les salariés du club. Ils ont été reçus 2 fois lors des 15 derniers jours dans l'amphithéâtre de Luchin parce qu'ils avaient besoin d'avoir des réponses à des questions. Eux, c'est clairement leur boulot qui est en jeu pour le coup. Tout va bien, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Et il y a même... alors, moi, on m'expliquait qu'avant, quand c'était l'RC Doux, quand les DG prenaient la parole, il n'y avait pas forcément de questions derrière. Là, il y a beaucoup de questions qui sont posées, et notamment une question, est-ce que les salaires seront payés à la fin du mois? Et à cette réponse-là, Marc Ingla était même étonné qu'on lui pose la question, puisque pour lui, évidemment, la dynamique est positive, et tout va bien. Je crois qu'il y a une espèce d'aveuglement et une communication qui est très mauvaise dans ce moment de crise que traverse le LOSC. Crise sportive, certes, mais ça, c'est pas le premier club à traverser ça. Mais si on ajoute à la crise sportive une crise financière, là, vous avez commencé à avoir des salariés de plus en plus inquiets. Et ils sont déjà, pour le coup, certains sont déjà inquiets, on le sait, puisqu'il y a des salariés qui sont là depuis très longtemps et qui parlent de temps en temps, même peut-être à des journalistes. Donc voilà, ça se sait. Alors restez avec nous, il est 20h, n'allez pas sur les chaînes d'infos, ou alors si vous y allez, restez avec nous en même temps sur le smartphone et mettez juste le son de 45 minutes. Voilà, ça c'est dit. Et il y a une question aussi qui est importante, je pense, au point où on en est, parce qu'on on se dit, il y a des inquiétudes autour du club, on a parlé même peut-être d'inquiétude autour de la survie du club, de où il sera l'an prochain. Voilà, peut-être que c'est un peu alarmiste et que c'est trop tôt et que ça va se rétablir, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il arriverait à Gérard Lopez? Qu'est-ce qu'il arriverait au LOSC si quelque part, tout se passe mal et que cette dynamique négative se confirme? Il y a le scénario de Bastia, vous l'avez, hein, où il s'est créé la saison dernière, pas plus tard que la saison dernière. Ils étaient incapables de rembourser le trou qui s'était fait. Le club a été rétrogradé. Il venait de Ligue 1. Alors, ils étaient, c'est vrai, rétrogradés déjà sportivement. Donc, forcément, manque à gagner avec les droits télé. Mais la Ligue 2, ils ne pouvaient pas y rester. Ils ont été rétrogradés en ce qu'on appelle aujourd'hui le National 3, l'ancien CFA 2, avec plein de salariés qui ne sont plus là. Avec le scénario du pire, c'est le scénario à la Bastiaise, où on pourra retrouver, ou du Mans, il y a quelques années, on pourra retrouver le LOSC dans cette situation-là si une solution financière n'est pas rapidement trouvée et si la situation sportive ne s'améliore pas. Ce qui peut sauver le LOSC, c'est son maintien en Ligue 1, mais même ça, je ne suis même pas sûr que ce soit suffisant. Alors, un message intéressant aussi, Maxime Delannoy nous dit « La DNCG, c'est comme le gouvernement, on ne laisse pas les entreprises prendre le temps de faire leurs preuves. » Est-ce que y a pas ça? J'ai posé aussi cette question la semaine dernière à un économiste du sport. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être cette idée que voilà, quand on emprunte, forcément, il faut du temps peut-être pour rembourser et que la DNCG, elle panique peut-être un peu vite, non? Moi, je pense vraiment pas. Déjà, la DNCG est compétente. Et puis, en plus de ça, il n'y a pas de signe positif pour l'avenir. C'est-à-dire que les revenus, les recettes de billetterie ne vont pas augmenter, les revenus de sponsoring ne vont pas augmenter, les droits TV vont baisser à cause des mauvais résultats sportifs. Donc la DNCG regarde aussi ce qui va se passer dans les prochains mois. Et là-dessus, elle n'a pas de signaux positifs. Il ne faut pas oublier que les 3 passages que le Gérard Lopez a fait à la DNCG, depuis qu'il a pris le pouvoir, se sont pas bien passés. En janvier, la DNCG a mis du temps à rendre sa décision. Alors là-dessus, le LOSC à chaque fois nous dit c'est la DNCG qui comprend pas bien, c'est parce que notre projet est nouveau. C'est ça la réponse du LOSC. La DNCG n'a pas compris non plus qu'il y avait un contrat caché. Donc je pense qu'à un moment, la DNCG a aussi l'impression qu'on les roule un peu dans la farine. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a été sévère. C'est vrai de dire qu'elle comprend pas. Il y a un tout petit peu peut-être une pointe de mépris de dire voilà, nous on fait les choses bien et la DNCG ne comprend pas. Les règles du foot français et de la Ligue 1 sont connues de tous les dirigeants français, même à l'étranger. Et d'ailleurs, elles sont même souvent louées pour leur rigueur. Ce que répète le LOSC, c'est que c'est un projet nouveau, que ça n'a jamais été fait. Ouais, le problème, c'est que ça n'a jamais été fait de mettre un club dans le mur. On va voir si ça arrive ou pas, on ne l'espère pas. Mais surtout, pour l'instant, Lille n'a pas fait appel de la décision de la DNCG. Ça veut peut-être dire quelque chose. Ça veut dire que ils n'ont pas encore trouvé le moyen d'apporter cette garantie financière de 25 millions d'euros que réclame le gendarme financier du foot français. Ça fait 1 semaine que la décision a été prise. C'est un projet nouveau. La dynamique est positive. C'est un peu sévère. Mais il n'y a toujours pas eu d'appel de la part du LOSC. C'est quelque part, on accepte
peut-être pour l'instant la décision. Sylvain, François, vas-y. C'est ça qui est inquiétant, parce que la DNCG a statué sur le budget annuel du club, pas tant sur le montage financier, ça l'a déjà fait il y a quelques mois, mais là, c'est simplement, est-ce qu'il y a de l'argent qui va rentrer ou pas? Et aujourd'hui, si on en croit la décision, le LOSC n'a pas été capable de mettre ces fameux 25 millions d'argent sur la table pour combler ce trou potentiel d'ici la fin d'année. Sylvain, si ça va mal, est-ce que Gérard Lopez en aura des conséquences personnelles? Est-ce qu'on sait ça si, quand on a emprunté, on a parlé d'une ligne de crédit, donc peut-être pas totalement empruntée pour l'instant, mais de 150 millions d'euros. Est-ce que si ça se passe mal et qu'il ne s'est pas remboursé, c'est lui qui va payer ou c'est le LOSC? Alors bon, les conséquences sont forcément dramatiques pour le LOSC. Pour Lopez, moins, puisque ce n'est pas son argent, il faut le rappeler. Les conséquences seront aussi dramatiques, je pense quand même. Il faut penser aux habitants de Lille, de la métropole, aux collectivités, puisque le LOSC paye un loyer pour le stade, et que si et je ne le souhaite pas, mais si le club est en difficulté et est amené à disparaître de l'élite du foot français, ça va être un gros manque à gagner pour les collectivités. Les collectivités devront payer quand même, puisque c'est Eiffage qui est le propriétaire du stade. Les collectivités devront payer, mais le LOSC n'apportera plus au pot pour le loyer. Ça, ce sera un problème pour les contribuables, on va dire. Si le club descend en Ligue 2, il y a un différentiel de 3-4 millions à gérer au niveau du loyer que paye le LOSC en Ligue 1. Si le club disparaît, c'est la totalité du loyer que le contribuable devra payer. Donc en effet, ça peut concerner tout le monde cette histoire. Et finalement, le moins impacté dans l'histoire pourrait bien être Gérard Lopez. Alors Muriel Berrier nous dit « Ces 45 minutes ne m'ont pas rassuré. Quel est l'avenir du LOSC ?» Justement, on en parle, on veut des réponses concrètes. Alors ça me donne l'occasion de dire qu'évidemment, on a invité les dirigeants du LOSC à venir participer à ce débat pour nous apporter peut-être des réponses plus précises que parfois des hypothèses qu'on est un peu tenté de faire au vu de ce qu'on sait. Et le LOSC nous a répondu qu'il ne souhaitait pas répondre à cette invitation, mais on continuera la semaine prochaine, on les réinvitera et on est vraiment ouvert à ce débat et je pense que ce serait très intéressant, y compris pour les amoureux du LOSC, les supporters, d'avoir des réponses parfois concrètes, même si les questions ne sont pas forcément agréables dans les temps où on gagne moins et où ça va un peu moins bien au niveau financier. Voilà, ça c'est dit aussi. On va passer à la troisième partie. Forcément, il y a aussi le terrain. Il y a du foot, voilà. D'ailleurs, j'ai envie de poser une question, Sylvain, c'est un peu moins ta partie, forcément, le terrain. Mais est-ce que pour toi, il y a quand même un lien entre tout ce qu'on s'est dit, là, Elliott, les problèmes financiers et le terrain? Est-ce qu'il y a forcément un lien entre les deux? Alors complètement. Bon, déjà parce que les joueurs ne sont pas en condition de travailler dans la plus grande sérénité avec tous les problèmes financiers du club. Ensuite, le projet, dès le départ du LOSC, c'était d'être un club de transition, donc de faire du trading de joueurs, c'est-à-dire d'acheter des jeunes talents, de les mettre en valeur pour les revendre ensuite à des plus gros clubs. Donc déjà, l'effectif a été entièrement bouleversé. Ça ne fonctionne jamais, c'est-à-dire que généralement, il faut avoir de la stabilité dans un club pour qu'il marche. Donc voilà, c'est tout le projet Lopez et la cause des mauvais résultats du club aujourd'hui. Ça dit, si ça avait marché, peut-être on ne dirait pas ça aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils ne se sont pas posé la question d'une catastrophe industrielle. Alors évidemment, quand vous lancez un projet comme ça, vous ne pensez pas au pire. Hein. Vous estimez tout de suite que... Mais ils n'ont pas pris le temps de dire on va aller progressivement. Ils ont visé le top 5. Alors, ces gens disent oui, ils peuvent avoir des grosses ambitions, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, parce que quand vous visez le top 5, c'est-à-dire que vous budgétez un top 5 avec tous les droits télé qui vont avec les salaires versés à un entraîneur qui veut avoir de l'ambition. Et un entraîneur comme Marcelo Bielsa, ça coûte cher. Et on le voit d'ailleurs au niveau des conditions de son licenciement, avec des joueurs et des salaires qui vont avec. Si Gérard Lopez était dire je vais prendre le LOSC, on va la première saison essayer de faire autour de la 10e place et puis après de monter en puissance, oui, ça aurait peut-être été plus simple. Mais là, le problème, c'est que les ambitions élevées dès le départ conduisent à cette situation catastrophique désormais. Pour l'instant, même si on est très alarmiste, ça ne fait que 6 mois. Il reste encore 6 mois pour sauver la peau. Ça va forcément empirer, puisque de toute façon, le club ne peut pas recruter, mais aussi il va devoir vendre. Donc l'effectif va encore s'affaiblir.
Ouais, surtout que l'effectif, il n'est pas pléthorique. Il y a 25 joueurs sous contrat pro, dont les 25 joueurs, vous en avez 19 qui jouent plus ou moins régulièrement. Si vous séparez de joueurs pour donner des garanties aux créanciers et à la DNCG, vous allez perdre 2-3 joueurs. Et ça, voilà, comment les remplacer, c'est pas possible. Vous êtes interdit de recrutement. Donc oui, en effet, Sylvain a raison. Il va y avoir encore un affaiblissement sportif. François, toi, est-ce que tu crains que, avec le contexte qu'on vient de donner, là, que le fait c'est un club de transition, que les joueurs savent que de toute façon, à terme, ils sont appelés à être vendus, que là, le LOSC va mal, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de voir les joueurs lâcher quelque part le club ? La notion de club de transition, c'est pas nouveau. Ça fait 15 ans que Lille est un club de transition et les bons partent assez rapidement dans d'autres clubs. Même si là, on est passé dans le plan le plan Lopez, il fonctionnait bien dans une ère industrielle finalement du trading de joueurs. Le problème, c'est d'abord au niveau conjoncturel, c'est qu'il y a eu une coupure réelle entre le groupe existant et le nouveau groupe. Plus que les ambitions élevées qui ont été affichées, le loft et notamment la mise à l'écart des anciens qui auraient pu apporter de l'expérience et un savoir-faire en début de saison a extrêmement pénalisé le groupe joueur. On a voulu tout miser sur des jeunes qui n'avaient jamais joué ensemble, le projet de jeu était difficile à mettre en place et résultat, donc sportivement, c'était compliqué. Ce que je vais dire, c'est peut-être un peu ringard, mais est-ce que les supporters sentent que les joueurs aiment le LOSC ? Aiment leur club, parce que quand on sait quand même que quand on est dans une situation où il faut se maintenir, où il faut se battre pour le maintien, ce sont des petites notions qui peuvent jouer, au moins dans certains clubs. Aujourd'hui, c'est très à la marge, la notion d'amour du club. Aujourd'hui, très peu sont concernés, très peu ont été... Au mieux, ils ont été post-formés au club et ils ont un vécu de quelques années. Je pense à Soumaoro ou autres. Mais le jour où ils devront partir, ils partiront. C'est ça aussi qui est inquiétant. C'est-à-dire que vous avez un effectif qui n'est absolument pas taillé pour le maintien. Ça manque 2 joueurs d'expérience. Ça manque 2 joueurs qui sont véritablement attachés au LOSC. Vous en avez dans cet effectif, mais franchement, ils ne sont pas légion. Tu l'as dit, François, il y a Soumaoro, il y a Ibrahim Amadou, il y a Sine Benzia. Et ça, c'est des joueurs, Amadou Benzia, ils sont là que depuis 2 ans. Donc ça va être compliqué d'aller chercher quelque chose, parce que les joueurs, encore une fois, eux, pour le coup, le LOSC descend, ce n'est plus leur problème. Ils retrouveront toujours un club. Donc, quand on parle d'amour du maillot, si ça peut jouer un rôle quand vous êtes là depuis longtemps. À l'époque des Balmont, des Mavouba, oui, ça aurait pu vraiment être un impact, un signal fort. Aujourd'hui, très sincèrement, vu d'où ils viennent et vu ce qu'ils veulent faire, l'avenir du LOSC, c'est le dernier de leurs soucis. Alors, juste avant, on va écouter justement exactement sur ce que tu viens de dire, Fernando da Cruz, un des co-entraîneurs actuels du LOSC. Il en a parlé de cette jeunesse de l'effectif et d'éventuellement la lutte pour le maintien. C'était ce matin en conférence de presse. Écoutez. On est conscient que cette équipe, elle est jeune, mais on ne peut pas tout mettre non plus sur la jeunesse. Il y a aussi, comme je disais samedi, des responsabilités. On doit tous prendre ces responsabilités, que ce soit les dirigeants, le staff ou les joueurs. Donc aujourd'hui, si on est amené à jouer le maintien, il faudra le jouer, il faudra y aller le chercher, et je pense que c'est largement faisable. Alors on a posé aussi cette question du maintien, est-ce que vraiment il y a la Ligue 2 qui peut se profiler pour le LOSC ? On a fait un petit sondage, alors qu'il y a valeur que de mini-sondage, pas valeur scientifique, et le résultat c'est à peu près 70-30 pour 70% de ceux qui ont répondu. Bah oui, le LOSC risque vraiment de descendre en Ligue 2. C'est ton sentiment aussi, François ? Tout à l'heure, je parlais, on a du mal à trouver des clignotants qui sont au vert ou à l'orange. Le seul clignotant qui est finalement au vert, c'est le niveau du championnat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 clubs qui semblent derrière le LOSC et les places de non relégables sont encore relativement à portée du club. C'est vrai que les joueurs, il y a quand même quelques joueurs qui ont un certain niveau. C'est vraiment un problème d'effectif, un problème de collectif. Peut-être qu'avec un nouvel entraîneur en mission commando, comme on a connu avec Antonetti ou avec d'autres joueurs, on pourra peut-être sauver l'essentiel, à savoir la place en première division. Parce que je crains que s'il y a une descente en L2, ce ne sera pas uniquement en L2. Ça risque de... Alors Olivier De Gric répond à François tout à l'heure, il faut arrêter avec les anciens, c'était déjà faible l'an dernier. Et autre réaction aussi par rapport à Fernando da Cruz allume ses joueurs, là où Bielsa les protégeait, ne risque-t-il pas de se couper de son groupe ?
De toute façon, la mission de Fernando Dacruz, officiellement, s'arrête après le match de Nice, donc mercredi. Donc se couper de ses joueurs, c'est pas très grave. Puis Fernando Dacruz, c'est pas le véritable entraîneur du LOSC. Le véritable entraîneur, c'est Joao Sacramento, qui dirige les séances, qui fait les compositions d'équipe et qui discute et qui a le lien direct avec Luis Campos, qui est un peu l'espèce aujourd'hui de manager général de cette formation lilloise. Donc c'est pas un problème de se couper des joueurs. De toute façon, encore une fois, les joueurs, je pense pas qu'ils soient très concernés par ce qui se passe aujourd'hui au LOSC. On les avait fait venir pour Marcelo Bielsa, un entraîneur de Renault, aujourd'hui se retrouve avec Sacramento Dacruz, ils voient les problèmes financiers du club, eux ce qui les préoccupe surtout c'est les salaires, c'est est-ce qu'ils seront payés à la fin du mois, l'avenir du LOSC, très sincèrement, je peux me tromper mais je pense pas que ce soit leur priorité pour la plupart d'entre eux. Alors il y a une question aussi, François, tu peux peut-être nous répondre, c'est la réaction des supporters dans tout ça, parce que là on parle de l'inquiétude générale qui plane au-dessus du LOSC. Est-ce que les supporters vont manifester d'une manière ou d'une autre cette inquiétude? Parce que pour l'instant, honnêtement, on les a pas beaucoup entendus. Pour l'instant, les supporters ont été patients parce qu'ils ont essayé de faire confiance au projet. On a essayé de travailler sur le moyen terme, finalement, de laisser l'équipe dirigeante se mettre en place. Là, c'est vrai qu'avec la succession de ce qu'on entend, tant sur le plan sportif que sur le plan juridique et financier, l'agacement commence à monter. Je crois que les sections de supporters, la plupart, ont prévu une manifestation de tribune vide pour demain soir. Bon, c'est un début. Après, ça va peut-être pas changer grand-chose au fond du problème. Il faudrait peut-être plus jouer au loto sportif, essayer de gagner 110 millions d'euros pour acheter le club à Gérard Lopez. Mais il faudra peut-être en parler à la prochaine réunion de supporters. Mais à part effectivement montrer cet agacement et essayer de faire réagir les joueurs s'ils le peuvent et le club pour montrer qu'il y a quand même une vox populi qui est derrière le club et qui cherche à préserver l'essentiel, à savoir sa survie, il faut que les supporters soient présents, il faut qu'ils le fassent savoir. François, tu me dis si je me trompe, mais pourtant, si on parle de niveau, de potentiel, on a vu le LOSC qui est allé gagner à Lyon, on a vu des petites étincelles de temps en temps, on a vu des choses, et puis bon là on vient de voir 3-0 à Dijon. C'est où pareil le vrai potentiel, est-ce que on a du mal à comprendre le niveau de jeu là, si on parle vraiment que de terrain du LOSC, on ne sait pas bien le situer cette équipe. À la force des choses, le niveau de jeu il a changé avec le départ de Marcelo Bielsa. Vous aviez une équipe qui était censée faire le jeu avec Marcelo Bielsa. Aujourd'hui on a une équipe qui est plutôt devenue une équipe de contre. Donc c'est plus tout à fait la même façon de jouer désormais du côté du club nordiste. Vous avez aussi des comportements qui, pour moi, m'interpellent. La démission collective à Dijon, c'est pas la première fois. Il y a eu exactement la même, dans les mêmes proportions, 3 semaines plus tôt à Montpellier. Je pense que ce club manque clairement d'un patron sur le plan technique et que ça risque d'être préjudiciable. Maintenant, on nous dit qu'on n'est pas à notre place, c'est pas notre niveau. Sauf que Lille n'a pas passé le top 10 depuis le début de la saison. Première journée. Moi, je veux bien que ce n'est pas un niveau, mais en fait, ce qui guette le LOSC, c'est la prise de conscience. L'absence de prise de conscience que cette équipe va jouer le maintien toute la saison, ou pas d'ailleurs, puisque c'est vrai que c'est tellement serré la Ligue 1 qu'aujourd'hui il y a Nice que Lille affronte mercredi, qui est remonté au classement, mais Nice avait beaucoup plus de certitude dans son jeu. Et aujourd'hui, en plus, vous allez perdre vos meilleurs joueurs, 1, 2, voire 3 bons joueurs au mercato hivernal. Donc c'est vrai qu'on a du mal à croire que ça va aller mieux sportivement pour le club nordiste. Maintenant, le maintien... Très sincèrement, cette équipe là dans les cordes, puisqu'il y a quand même, on les taille un peu depuis le début de cette émission, mais il y a quand même du talent. Si on s'arrête au talent pur, il y a vraiment du talent dans cet effectif sur certains joueurs. Donc, je pense qu'ils peuvent se sauver. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est même plus ça l'inquiétude principale. Anthony réagit à ce qu'on a dit sur les joueurs. Il dit El Ghazi est venu voir la tribune des supporters à la fin à Dijon et Mendes a pleuré. Les joueurs pas concernés, arrêtez s'il vous plaît. Voilà, ça c'est dit. Il y a également quelqu'un qui dit la plus grosse erreur, Manu TRST, dit la plus grosse erreur a été de virer Bielsa. Donc il y a des supporters qui en sont aussi restés à Bielsa. Là, il nous reste quelques secondes. On aura un petit temps additionnel quand même, forcément, après les 45 minutes. J'ai envie de finir justement sur une note un peu positive, que chacun puisse trouver la petite note d'optimisme ou le petit truc auquel le LOSC peut peut-être se raccrocher, les supporters du LOSC peuvent se raccrocher pour aborder la deuxième partie de saison qui va arriver en janvier. Coup de sifflet final. François, tu commences ? Un des deux François. Je vais commencer. Le seul espoir finalement pour le LOSC, c'est de retrouver ses valeurs. Effectivement, on va avoir un groupe sportif qui va être réduit
à une 15-16 joueurs qui devraient être étoffés avec les jeunes de CFA. Et l'espoir du LOSC, c'est le retour à la formation, c'est l'utilisation de ces jeunes qui vont pouvoir monter en puissance, qui vont pouvoir faire leurs preuves pour attendre l'année prochaine. Parce qu'après tout, on parle d'interdiction de recrutement. L'année prochaine, on va avoir une vague de recrutement avec le retour des prêts. Donc, si on est encore là à ce moment-là, on pourra bonifier l'équipe grâce à ces joueurs ou les revendre pour effectivement faire un peu de cash. Il y a quelqu'un qui disait Terrier va valoir 30 millions d'euros. Bon, c'est un peu optimiste, mais... on verra. Mais en tout cas, voilà, l'espoir du LOSC aujourd'hui, c'est compter sur la formation pour essayer de sortir du trou, pour terminer au moins l'année, qui doit être le seul objectif du club au niveau sportif, c'est-à-dire terminer à la 17e place. Sylvain ? Pour moi, le principal espoir, c'est malheureusement la faiblesse des autres équipes du championnat. C'est-à-dire que voilà, Lille peut compter sur la faiblesse d'autres équipes pour se retrouver devant, mais encore ça ne suffira pas forcément puisque la menace est double, relégation sportive ou relégation administrative. François ? Oui, pour moi c'est pareil, c'est la Ligue 1, la chance du LOSC, c'est qu'on n'est pas dans un championnat très compliqué, tout le monde se vaut hormis les 5 premiers, et puis il y a déjà 2 équipes qui sont derrière Lille et qui risquent de finir plus mal que le club, donc il y a largement la place, largement moyen de se sauver sportivement. Il y a aussi un effectif de talent avec vraiment des joueurs qui ont un bon niveau. Reste à savoir s'ils vont rester pour la deuxième partie de saison. Mais les Maignan, les Mendes, les Soumaoro, les Yé, tout ça, ce sont des bons joueurs. Voilà, et c'est ce qui peut finalement sauver le LOSC sportivement. Financièrement, là pour le coup, c'est plus de notre domaine. Messieurs, un grand merci d'avoir débattu. Ici sur le plateau, c'est passé très très vite. J'espère que vous, devant votre écran, c'est passé aussi très très vite. On va faire un petit break parce que c'est les vacances de Noël, mais on va se retrouver dès début janvier. Je crois que ce sera le 9 janvier, il me semble, lundi, au lendemain d'un tour de Coupe de France. Donc là, on sera aussi avec les clubs amateurs. On sait qu'il y a Hasbrook notamment qui joue contre Caen. On va suivre tout ça et donc on se retrouve début janvier pour un nouvel épisode de 45 minutes. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.